Bonjour à tous, les algorithmes sont-ils de droite ou de gauche ? La question peut paraître complètement stupide, et pourtant le réseau social Twitter se l'est posé à propos de son propre algorithme de recommandation. Et les résultats de cette étude, qui a été menée pendant 4 mois dans 7 pays développés différents, en analysant l'orientation politique de l'intégralité des tweets postés pendant cette période, a donné des résultats surprenants. Et oui, grosse surprise, dans 6 pays sur 7, ce sont les tweets de droite traditionnelle conservatrice qui décrochent le pompon de la meilleure diffusion par recommandation. Quelle indignité. Nous sommes sur le service public. Je dis grosse surprise parce que ce sont les tweets de droite, et pas d'extrême droite. On aurait tendance à penser que Twitter favorise les positions radicales aux positions modérées, mais non, c'est vraiment la droite traditionnelle qui occupe la pole position. Alors pourquoi ce résultat inattendu ? Pour rappel, en 2017, 62% des électeurs de François Fillon étaient des retraités de plus de 65 ans, alors qu'ils ne représentent qu'environ 25% de la population. Et a priori, même si Twitter n'a pas le même succès chez les jeunes que TikTok, ce n'est pas non plus l'Eldorado des vétérans, puisqu'il n'y forme que 10% des tweetos. Et je trouve d'ailleurs que 10% c'est déjà pas mal étonnant. Bref, tout ça pour dire que c'est pas une surreprésentation sociologique des électeurs de la droite qui font que les tweets de droite se répandent plus vite. Il y a bien autre chose, et cette autre chose c'est l'algorithme de recommandation. Ça signifie que contrairement à une diffusion organique, grosso modo parce que le compte associé a beaucoup d'abonnés ou parce que sa communauté partage beaucoup de contenu, là elles ont un écho algorithmique, c'est-à-dire que Twitter décide que ce tweet a intérêt à être montré à plus de personnes que ceux qui le verraient naturellement par leurs abonnements. Et cet algorithme de recommandation, il est codé par les ingénieurs de Twitter. J'entends déjà dire dans le fond, ah bah voilà, la direction de Twitter elle est de droite, ils font exprès de favoriser leurs idées. Aïe 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 aïe, c'est presque encore plus grave. Parce que les mecs de Twitter, c'est eux qui ont fait l'étude, et ils ont déclaré que non seulement ils avaient aucune idée de pourquoi ça faisait ça, mais qu'en plus ils étaient complètement incapables de le corriger. Et si vous pensez que c'est un cas isolé, vous vous fourrez le doigt dans l'œil. Une enquête du Monde publiée fin octobre dresse à peu de choses près le même portrait pour l'algorithme de recommandation de Facebook, qui est carrément décrit hors de contrôle des ingénieurs qui l'ont conçu. Mais on y reviendra plus en détail. Alors si vous êtes tombé sur cette vidéo grâce à l'algorithme YouTube, adressons-lui ensemble une petite prière car nous sommes entrés dans l'ère de la recommandation. Et c'est cette industrie que nous allons décortiquer dans ce nouvel épisode de Sortie d'usine. L'industrie de la recommandation repose sur un constat très simple. Nous sommes entrés dans une époque d'abondance. C'est-à-dire que le niveau de production a atteint de tels sommets, l'offre est devenue tellement massive que c'est la demande qui est devenue un facteur limitant dans ce que les industries vont produire ou non. C'est d'ailleurs pour ça que les entreprises investissent autant d'argent dans la publicité. Puisqu'elles sont en mesure de produire de plus en plus de marchandises, c'est uniquement leur capacité à écouler les stocks qui déterminera la quantité qu'elles vont fabriquer et donc l'argent qu'elles vont générer. Elles doivent donc convaincre le consommateur de choisir leur produit plutôt qu'un autre, et ce n'est plus aux honnêtes citoyens de se battre avec leurs pairs pour obtenir l'écran plat de leurs rêves. Donc s'il y a abondance de propositions, c'est bien le choix qui va être la ressource limitante. Et c'est d'autant plus vrai dans le domaine de l'information. Pour invoquer une figure d'autorité, nous allons citer Herbert Simon, prix Nobel d'économie. Herbert Simon ou Herbert Simon, comme vous voulez. Dans un monde riche en informations, l'abondance d'informations entraîne la pénurie d'une autre ressource. La rareté devient ce que consomme l'information. Ce que l'information consomme est assez évident. C'est l'attention de ses receveurs. Donc une abondance d'informations crée une rareté de l'attention et le besoin de répartir efficacement cette attention parmi la surabondance des sources d'informations qui peuvent la consommer. Franchement, si vous avez compris du premier coup, bravo. Pour résumer ça de manière beaucoup plus vulgaire, c'est nous qui sommes la ressource limitante dans le monde de l'information. Contrairement à des biens matériels qu'on peut posséder toujours en plus grande quantité, on ne peut que difficilement étendre notre capacité d'attention naturelle. La concurrence va donc être extrêmement rude pour s'approprier le fameux temps de cerveau disponible que le patron de TF1 se vantait de vendre aux publicitaires. Mais puisqu'on évoque la télé, il faut voir que sa production ne peut être que séquencée. C'est-à-dire que l'émission est constituée par avance, elle est diffusée partout en une fois, et on ne peut évaluer ses résultats qu'à posteriori, en mesurant les audiences effectuées auprès des ménagères de moins de 50 ans. D'ailleurs, si vous vous demandez d'où vient cette expression, c'est tout simplement un segment sociologique prisé des publicitaires, d'ailleurs pas très pertinent selon des études récentes, qu'ils cherchaient particulièrement à viser tout simplement parce qu'ils considéraient que c'était ces femmes-là qui allaient faire les courses pour tout le foyer et que donc potentiellement c'était elles qui avaient la main sur le porte-monnaie qui allait pouvoir revenir dans les poches des industriels. Une attention toute particulière leur était donc portée pour qu'elles achètent leur merde à 2 balles. C'est si émouvant quand le capitalisme prend soin des femmes. La télé donc, ils avaient une certaine expérience pour cibler ce segment. Sauf que non seulement il y a plein de gens qui font leurs courses et ils sont très différents et leur montrer tous la même pub, bah c'est pas forcément optimal, mais en plus il est difficile d'évaluer la qualité des contenus dans lesquels on trouve les pubs eux-mêmes, justement parce que leur évaluation est différée. On ne peut optimiser que par incrémentation, c'est-à-dire on fait évoluer un petit peu à chaque fois en fonction des résultats qu'on a mesurés sur notre dernier test. Est-ce qu'on ferait pas un petit exercice de pensée pour imaginer une télé du futur qui serait beaucoup mieux pour les publicitaires? Essayons d'imaginer une manière d'améliorer le contenu en temps réel.
Imaginons qu'en allumant TF1 à 20h, vous tombiez sur un programme aléatoire parmi une centaine de programmes que diffuse TF1 en même temps. Depuis les locaux de la chaîne, des experts de TF1 analysent en temps réel le nombre de personnes qui quittent le programme en zappant sur une autre chaîne. Typiquement, on imagine bien qu'une interview de Xavier Bertrand soit zappée très rapidement. Vous pensez sérieusement que si je n'étais pas aujourd'hui le mieux placé, vous pensez que je serais devant vous ce soir pour vous expliquer mon projet? Pour l'instant, vous n'êtes même pas au second tour dans les sondages. Tandis que Bienvenue chez les Ch'tis absorberait l'attention des téléspectateurs jusqu'à la fin du film. Méfiez-vous de Bienvenue chez les Ch'tis, hein, c'est un vrai piège. Je dis ça parce qu'il y a un mois c'est passé sur TF1 et je me suis laissé avoir. Et j'ai des connaissances très cinéphiles qui se sont fait avoir aussi. Donc faites attention. Donc nos experts de TF1, en constatant la différence de performance énorme entre Xavier Bertrand et Cadmerade, décideraient alors de retirer Xavier Bertrand du pool de décision qu'on avait à la base, en le remplaçant soit par un nouveau programme à tester, soit par une autre réplique de Bienvenue chez les Ch'tis. Parce que leur objectif, c'est pas tellement que le programme soit de bonne qualité ou qu'ils nous apprennent des choses. On s'en fout royalement du programme, ce qui compte c'est que les gens restent sur TF1. Bon, et bien sûr, comme les gens vont pas regarder Bienvenue chez les Ch'tis tous les soirs, les spécialistes ont tout intérêt à rajouter en permanence des nouveaux programmes dans le pool de départ afin de les tester et de faire émerger de nouvelles solutions performantes. On voit bien que l'attention des spectateurs ici est la ressource limitante, puisqu'il y a une abondance de contenu. Et tout l'enjeu pour le diffuseur va être de proposer le meilleur film pour son auditeur, pour éviter qu'il ne se barre chez la concurrence. Ses concurrents étant bien sûr les autres chaînes d'une part, mais également tout un tas d'activités comme la lecture, la peinture, la zumba, et tout un tas d'autres trucs inutiles pour lesquels il serait dommage de gâcher son temps quand on peut le passer devant une interview de Xavier Bertrand. Mais maintenant, imaginez qu'il n'y a plus seulement quelques milliers de films à tester, qu'il n'y a plus seulement quelques centaines de téléspectateurs, mais que 30 000 gigaoctets de données sont postés par seconde sur la télé, et que c'est 7 milliards de téléspectateurs qui sont potentiellement connectés en même temps, chacun ayant des cultures, des goûts, etc. très différents. Ce travail titanesque qui peut plus être réalisé par les experts ni même par n'importe quel humain. On va avoir besoin d'industrialiser le processus et pour ça, quoi de mieux qu'un algorithme? Temps réel, à la demande, algorithme, personnalisation... Vous avez compris que tout ça c'est pas vraiment des caractéristiques de la télé et que pour y accéder il va falloir se mettre sur des ordinateurs et fatalement sur internet. Alors il y a énormément d'algorithmes de recommandation et je vous ai mis les plus connus dans cette infographie que j'ai trouvée sur Twitter. Même s'ils ont chacun leur particularité, ils fonctionnent grosso modo sur deux principes communs. Le ranking score ou score d'évaluation, qui va simplement mesurer la performance du contenu en lui-même, et la pertinence individuelle, c'est-à-dire à quel point les caractéristiques du contenu, son format, sa longueur, son thème, correspondent aux caractéristiques de la cible, sa sociologie, son âge, son genre, etc. L'objectif est donc double. Caractériser la performance d'un contenu par rapport à des contenus similaires, puis le montrer aux personnes qui consomment ce type de contenu. Et pour effectuer ces évaluations, on va utiliser du machine learning. Pour vulgariser, c'est une forme d'apprentissage artificiel, comme les intelligences artificielles, qui vont identifier des règles afin de prédire des résultats. Pour cela, elle s'appuie sur l'analyse d'énormes bases de données, dans lesquelles elle va chercher à identifier des patterns, des motifs. L'exemple typique pour illustrer ça, c'est celui de Paul qui va jouer au golf en fonction de la météo. Donc chaque jour pendant un an, on va regarder si Paul va jouer au golf et la météo qu'il fait chaque jour. Donc est-ce qu'il y a du vent, est-ce qu'il y a du soleil, quelle température il fait, etc. Au bout d'un an, on a donc 365 entrées dans notre base de données qui nous disent la météo et si Paul est allé jouer au golf ou non. Donc c'est soit oui il allait jouer, soit il n'est pas allé jouer, c'est ce qu'on appelle une booléenne et c'est un cas assez simple. En appliquant des algorithmes de machine learning à cette base de données, on va pouvoir établir des règles très simples. Quand il pleut, Paul ne va jamais jouer au golf. Quand il y a du soleil, il joue toujours s'il n'y a pas de vent, et quand il y a du vent, il joue uniquement à une certaine température. Enfin bon, voilà, on peut faire plein de lois en fonction de la base de données. Et ces règles vont nous permettre en quelque sorte de prédire le comportement de Paul en fonction de la météo. Donc le mec en gros là, qui a fait toute la base de données, qui était posté devant chez Paul avec des jumelles et qui regardait tous les jours s'il allait jouer au golf, et bah au bout d'un moment il aura plus besoin de se déplacer parce qu'il regardera juste la météo et il pourra dire oui Paul il va jouer au golf ou il va pas jouer au golf. Et donc de la même manière les entreprises du numérique constituent d'énormes bases de données sur nos comportements et sur les performances des contenus. Sauf que dans notre exemple c'était vraiment oui ou non. Pour nos contenus, ça va être beaucoup plus compliqué parce qu'il y a une quantité de métriques qui est beaucoup plus grande et qui peut prendre plein de valeurs différentes. Sur YouTube, la légende dit qu'ils évaluent surtout en fonction du watch time, donc la durée pendant laquelle les utilisateurs regardent, ou alors le nombre de partages ou le nombre de likes, de commentaires, je sais pas. D'ailleurs, le moment est bien trouvé pour vous demander de liker, de partager et tout cette vidéo parce que ça fait toujours plaisir. Mais donc ces métriques, elles peuvent varier en fonction des réseaux sociaux parce qu'on peut dire que sur Twitter, par exemple, c'est le nombre de clics sur le tweet pour voir le thread, ou je sais pas, sur Facebook, ça pourra être le nombre de clics sur les photos, des choses comme ça. Donc ces métriques, en quelque sorte, c'est notre objectif qu'on cherche à prévoir sur nos publications. On essaye de savoir à l'avance si elles vont bien marcher par rapport aux objectifs qu'on s'est fixés. Et on va demander à l'algorithme d'établir un ranking score à partir des bases de données pour essayer d'évaluer pour chaque publication si elle va bien marcher pour ses objectifs en fonction en fait de toutes les informations qu'elle a à sa disposition. Et c'est pour ça que nous les humains on n'est pas capables de faire ça, il y a tellement d'informations pour chaque contenu que l'humain il n'est pas capable.
L'humain, il peut voir des patterns, donc ça veut dire vraiment si je remarque que le dimanche, quand je publie le dimanche, ça marche super bien, ça c'est facile à voir. Mais il y a plein de trucs que l'humain, il est pas capable de repérer et que seul l'algorithme va pouvoir voir. C'est ce qu'on appelle des signaux faibles. Pour revenir à Paul, nous, nos humains, ils vont regarder la météo parce qu'ils pensent que c'est ça qui influe le fait que Paul aille jouer au golf ou non. Mais l'algorithme, il a tellement d'informations à sa disposition qu'il va aller chercher autre chose. Il va peut-être se rendre compte que si Paul appelle sa mère le mardi, il va toujours au golf le jeudi. Et ça, en général, si tu le cherches pas, tu le trouves pas. Sauf que l'algo, il cherche tout. Et le truc, c'est qu'une fois qu'ils tournent ces algorithmes et qu'ils établissent leurs règles et qu'ils les appliquent au contenu, donc c'est-à-dire que s'ils prédisent des bonnes performances, ils le diffusent beaucoup plus. Parce que comme ça, ils vont générer plus d'attention chez la cible. Le problème, c'est que les ingénieurs, ils sont plus capables de comprendre ce qui se passe. Ils arrivent plus à contrôler les algorithmes et à identifier les choix qu'ils font. Il y a un peu plus d'un mois, une ex-employée de Facebook a fait fuiter des milliers de documents internes qui, au-delà de démontrer que le réseau social du Zuck avait complètement conscience de l'impact négatif qu'il avait sur la santé mentale de ses utilisateurs, notamment les plus jeunes, a aussi exposé la détresse des ingénieurs face à leur propre algorithme. Ils déclarent texto qu'ils sont plus en mesure de le contrôler. Un exemple typique, c'est, je vous parlais tout à l'heure de ranking score, typiquement la moyenne sur Facebook ça va être de 100 points, c'est-à-dire que si on fait la moyenne sur tous les contenus, ils ont en moyenne 100 points de ranking score. Et sur Facebook on retrouve des contenus qui vont dépasser le milliard de points, c'est-à-dire que même si on essaye de limiter leur diffusion, de 90% par exemple, ils seront toujours beaucoup plus diffusés que les autres contenus. Et le problème, c'est qu'en Amérique, ça concerne des publications de groupes extrémistes. Alors on pourrait se dire, il suffit de les supprimer, de les censurer, mais des fois la loi elle permet pas forcément, si ça reste dans les charts, si ça reste dans le cadre de la loi, en fait si Facebook décidait de censurer ces groupes, ce serait de la censure politique. Je connais pas très bien la constitution américaine, mais je pense pas que ce soit autorisé. D'ailleurs, un autre ex-employé du réseau social, Roddy Lindsay, a déclaré que si après 15 ans de travail, les ingénieurs n'étaient toujours pas capables ni de mesurer les impacts de leurs algorithmes sur la société, ni même de les comprendre, ils n'arriveraient jamais. Et il faut voir que chaque mise à jour empire la situation. Bon, ça c'était pour le ranking score, donc c'est-à-dire la performance d'une publication par elle-même. Sauf que le deuxième aspect que permettent ces algorithmes de recommandation, c'est la personnalisation. Car en identifiant vos goûts, vos idées, vos comportements sur le net, et en le comparant à celui de tous les autres profils dans la base de données, les algorithmes de recommandation vont vous proposer un contenu ciblé. C'est-à-dire que plus les plateformes que nous fréquentons s'appuient sur ce genre de technologie, moins nous ne voyons un internet commun. Et non, nous n'avons pas tous le même internet. On a beaucoup parlé des réseaux sociaux, mais en fait, ce genre d'algorithmes, ils sont aussi utilisés par Google. Les résultats que vous allez voir pour vos recherches, ils vont dépendre des données que Google a collectées sur vous. Faites le test, cherchez un truc sur votre ordi, sur celui de votre grand-mère, et vous verrez que vous n'aurez pas les mêmes résultats. Sauf si votre grand-mère a exactement les mêmes goûts que vous. Le militant Eli Pariser, c'est le mec qui a fondé le site de pétition Havas. Eli Pariser, donc, a été l'un des premiers à formaliser ce concept de bulle algorithmique. Lui, il appelle ça des bulles de filtrage. Il explique que ce phénomène enfermerait les internautes dans des bulles de contenu uniformisées, allant toutes dans le sens de ses idées et de ses goûts, et l'enfermant dans un état d'isolement culturel. Et ça, c'était pas possible avant, parce que tout le monde regardait la même chose à la télé, donc forcément on parlait des trucs au bureau, et c'est encore plus vrai quand il y avait que 3 chaînes, ça formait une sorte de culture commune. Alors c'est quoi les conséquences de ces bulles algorithmiques ? Premièrement, ça provoque un biais d'information, parce que les militants à gauche vont plutôt voir des actus sur les catastrophes écologiques ou sur les agissements antisociaux des grandes entreprises, qui seront évidemment invisibles aux militants de droite, ces derniers étant plutôt exposés à comment investir son argent dans le pétrole ou les chiffres de la criminalité. La caricature, elle est à la fois cruelle et juste, et quand il y a du talent, il faut toujours le reconnaître. Alors, ce programme qui s'appelle Sortie d'usine est une machine de guerre de propagande idéologique. C'est toutes les caricatures qui allaient. Alors c'est bien fait, ça vous fait marrer, ça fait rire du monde. Ça vous fait marrer vous ? Moi, oui. Je vous avoue que je suis un addict de la presse, que je la lis au réveil, à midi et le soir, et que pourtant il m'arrive régulièrement de passer à côté d'une grosse info, sans pouvoir l'expliquer autrement que par la bulle algorithmique dans laquelle je me trouve. Et ça pose énormément de questions sur notre libre arbitre. Forcément, en n'étant pas exposé aux mêmes influences, on ne peut pas faire des choix éclairés, on n'a pas toutes les informations. Si on me demande de choisir entre regarder l'interview de Xavier Bertrand ou Bienvenue chez les Ch'tis, mais qu'on me dit pas qu'en fait si je demandais je pourrais regarder une vidéo de Sortie d'usine, il y a très peu de chances que je demande à regarder Sortie d'usine, simplement parce que je ne sais pas que je peux choisir ça. Et dans ma bulle algorithmique, elle y est pas. Second point, les bulles de filtrage, elles me protègent certes de l'adversité, mais elles me protègent aussi de l'altérité. Je sais pas vous, mais c'est principalement des gens avec qui j'étais pas d'accord, qui m'ont fait évoluer dans la vie et qui m'ont le plus appris en fait, que ce soit culturellement ou politiquement. On nous protège de la découverte et de la confrontation d'idées, ou alors on nous enferme, c'est au choix. Bien sûr, je vous arrête tout de suite, ce serait trop simple de résumer ça uniquement aux algorithmes, parce que comme on l'a dit, ils se basent sur les données de nos comportements. Donc c'est vraiment nous qui avons donné ça aux algorithmes, parce que tout simplement, on préfère rester dans nos idées, dans nos cultures, dans les trucs qu'on connaît. On n'est pas du genre à aller faire de la découverte. Et comme eux, leur objectif, c'est simplement de capter notre attention,
recommandation, ils vont continuer à nous proposer des trucs qu'on aime déjà. C'est trop facile de rejeter la faute sur les algorithmes, ils sont que l'industrialisation de nos comportements naturels. En plus, la disjonction avec la télé, elle est pas si évidente. On a vu récemment apparaître des chaînes d'opinion où l'information est complètement éditorialisée afin de brosser l'auditeur dans le sens de ses idées politiques. Ces algorithmes hors de contrôle sont donc plutôt le symptôme que la cause de nos défauts. Mais ce phénomène de bulle, c'est bien évidemment un outil de pouvoir. Alors, dans une version assez simple, on a toute une ribambelle de politiciens qui vont utiliser le phénomène de chambre d'écho, c'est-à-dire l'amplification d'une idée marketée à une bulle de filtrage, en répétant le même message à l'envi, sous différentes formes, à des gens qui pensent tous pareil dans leur cercle social, jusqu'à ce qu'ils aient l'impression que ce soit devenu la norme. Ça en fait un puissant outil économique et électoral. En particulier, si on a été aussi étonné par la victoire surprise de Donald Trump en 2016, c'est bien à cause des bulles de filtrage, parce que ces partisans, en plus d'être ségrégés géographiquement aux états du centre des États-Unis, ils sont aussi ségrégés sur le net où ils évoluent, sur un internet qui est complètement différent des libéraux et des démocrates. Donc c'était difficile de prévoir en voyant son environnement qu'il allait avoir autant de soutien, parce qu'ils étaient dans un autre internet. Mais en France aussi, on a notre champion de la bulle, notre jongleur de chambre d'écho, start-upper le samedi, Jupiter le dimanche, j'ai nommé le chantre de l'en même temps, le président de la République, Emmanuel Macron. En temps de crise, gilet jaune ou coronavirus, il va favoriser les médias nationaux, où il peut s'adresser à tout le monde pour essayer de recoller les morceaux d'un pays qui se déchire. Un si bel élan d'union sur ces canaux non personnalisables. Mais la plupart du temps, notre Manu national, il va adresser certaines idées par certains médias pour cibler des segments de population. Lorsqu'il a voulu se montrer ferme sur les questions d'immigration, de voile, il est allé sur Valeurs Actuelles. Quand il a parlé sécurité, il est allé sur Le Figaro. Pour parler d'écologie et de violence policière, il sera sur le média d'infotainment Brut. Vous trouvez pas qu'on n'a pas assez parlé du crop top pour les collégiennes? Si on donnait une petite interview au magazine féminin Elle, et pour paraître cool et branché chez les jeunes, un petit défi chez Max et Carito? C'est vraiment des tracks. Bien entendu, ces stratégies, elles sont pas tout à fait nouvelles. Les politiciens ont toujours eu la démagogie de dire aux gens ce qu'ils voulaient entendre. Mais les nouveaux médias ont cette fâcheuse tendance à cacher aux uns ce qu'on dit aux autres, et inversement. Et c'est justement ce qui permet aux fameux en même temps de ne pas se casser la gueule malgré l'accumulation de signaux contradictoires. On préférera toujours donner du crédit à ceux avec quoi on est d'accord, et si Macron nous a dit un truc qui nous plaît et qui va dire l'inverse dans un autre journal, on aura toujours tendance à donner plus de crédit à ce qu'il nous a dit dans le média qui nous correspond. Et pour les recommandations, c'est pareil. D'un côté, elles nous aident sûrement à visionner du contenu qui nous plaît, et à éviter les débats toxiques des réseaux sociaux. Mais de l'autre côté, les algorithmes nous enferment avec nous-mêmes, nous rendant plus manipulables, finalement moins libres de choisir en âme et conscience, nous empêchant de penser complètement. C'est plus facile, c'est plus confortable, mais je crois que ça nous conforte dans une forme d'apathie intellectuelle. En temps de paix, les acteurs économiques doivent être dominants et l'État doit être à leur service. J'aurais pu conclure cet épisode en vous demandant de le partager à vos amis parce que comme ça on squeeze l'algo, mais finalement je vais plutôt vous encourager à aller dans un Emmaüs, à choper des bouquins au hasard, sans choisir ni les auteurs, ni la quatrième de couverture, ni même la couverture elle-même. Vraiment vous prenez des trucs complètement random et vous faites juste des découvertes. Ça coûte quasiment rien, il y a 90% des bouquins que vous allez redonner à Emmaüs derrière, mais dans le lot, il y aura des pépites sur lesquelles vous auriez jamais mis les mains autrement. Perso, j'ai découvert des trucs comme ça exceptionnels et je vais pas vous les recommander parce que c'est à vous de faire la découverte. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici, j'espère que ça vous a plu, laissez un commentaire pour me dire ce que ça vous a évoqué, parce que franchement, les métriques, l'algo et tout, ok c'est cool, mais en fait, en vrai, ce qui me fait plaisir, c'est de lire les commentaires, franchement, je préfère avoir un commentaire que 50 pouces bleus. Voilà, c'est mon propre retour de ma propre ranking score. Je vous fais des gros bisous, portez-vous bien, prenez soin de vos proches, c'était Alcide pour Sortie d'usine, ciao, 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 ciao.